Merci Ruben de nous avoir accordé 15 et pas 12 pour cette session. Et donc je vais essayer, dans les 15 minutes qui me sont données, de partager avec vous une réflexion sur ces recommandations et puis peut-être voir comment vous devez les appliquer dans votre pratique clinique quotidienne, qui est un petit peu le message qu'on essaie toujours de partager ici. Alors, premièrement, il y a tension et tension. Et pour ceux qui sont au fond de la salle et qui prennent des photos mais qui sont quand même loin, je vois Alain là au fond, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement, c'est-à-dire qu'on est resté au fameux 14,9. Pourquoi je vous rappelle cela? Parce qu'en fait, à la différence avec nos collègues des États-Unis qui ont décidé de baisser le seuil diagnostic de l'hypertension artérielle à 13,8, dans les suites d'un essai dont je vous avais parlé l'an dernier qui s'appelait Sprint, les Européens ont décidé que le niveau de preuve, que la stratégie, que la volonté de contrôler les chiffres tensionnels ne nécessitait pas d'abaisser le chiffre de ces valeurs diagnostiques. Donc on est hypertendu quand on a plus de 14,9 en Europe, on est hypertendu quand on a plus de 13,8 aux États-Unis. Donc selon que vous preniez un vol et que vous êtes d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, vous êtes ou pas hypertendu. Il y a eu quand même des projections et le simple fait de moduler la valeur diagnostique de la tension artérielle a engendré une augmentation de 20% de la population dite hypertendue, juste en baissant le seuil. Et donc il y a eu énormément de débats autour du fait, est-ce que ça a été fait pour augmenter la prescription des médicaments, pour surtraiter des gens, est-ce que c'est quelque chose qui a été un peu conduit par l'industrie? Mais la réalité scientifique derrière ce changement de seuil aux États-Unis, c'est l'étude Sprint. Les Européens ont dit on reste à 14,9. Donc voilà, il y a eu quand même une petite nouveauté, c'est que dans la définition de l'hypertension artérielle et plus précisément dans la nosologie de cette hypertension artérielle, on définit en fait différents types de patients hypertendus et ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a une nouvelle catégorie de patients qui sont représentés ici en rouge, c'est-à-dire que idéalement, si vous avez moins de 12,8, vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas d'hypertension artérielle. Si vous avez plus de 14,9, vous êtes hypertendu dit de grade 1. Et puis il y a ces patients qu'on a appelés des normal hauts. Vous voyez, ceux qui ont entre 13 et 14 pour la systolique et entre 85 et 89 mm de mercure pour la diastolique. Ces patients sont des patients particuliers, probablement des patients qui nécessitent un suivi rapproché et qui ont plus de chances de basculer dans ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Il y a une époque, on vous avait parlé de préhypertension. Ça correspond à ces patients qui ont un terrain qui les prédispose à développer une tension artérielle élevée. Il y a un deuxième message derrière qui est dans la gestion du risque cardiovasculaire. La pression artérielle, ça compte, mais l'environnement compte énormément. Et chez des gens à haut risque cardiovasculaire, mais qui ont finalement des chiffres tensionnels normaux au vu de ces recommandations, la gestion du risque cardiovasculaire sera plus agressive. Autrement dit, un patient normal haut n'est pas si normal que cela. Deuxième message important, c'est comment on définit cette valeur diagnostique de l'hypertension artérielle et ces recommandations ont fortement insisté sur la mesure en dehors du cabinet. Tout doit être mis en œuvre pour que la pression artérielle de vos patients, soit lorsque vous êtes en recherche d'un diagnostic, soit lorsque vous avez un objectif thérapeutique ou enfin si vous avez un objectif de pronostic, tout doit être mis en œuvre pour que cette pression artérielle soit mesurée en dehors du cabinet. Soit par automesure, soit par mesure ambulatoire de la pression artérielle, qui est parfois plus difficile d'accès. C'est plutôt le fait des cardiologues, des néphrologues ou des endocrinologues, mais vous avez tous les droits pour vous acheter un appareil de mesure de la pression artérielle des 24 heures. Mais en tout cas, tout doit être fait pour que la pression soit mesurée en dehors du cabinet. Et lorsque vous le faites, le seuil diagnostique est légèrement plus bas, puisqu'on considère qu'à la maison, la pression artérielle est plus basse. Et donc, le sacro-saint 140-90 est légèrement revu à la baisse lorsque vous mesurez la pression à la maison. Ça sera 135-85. 135-85 en MAPA 2 jours, 135-85 si vous faites de l'automesure. Je vous rappelle les règles d'automesure. 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, 3 jours de suite. Vous moyennez ces 18 valeurs et si la moyenne de ces 18 valeurs est au-dessus de 135-85, vous avez soit un patient qui est hypertendu, soit un patient qui est non contrôlé, soit un patient qui est à risque d'événement, diagnostic, thérapeutique, pronostic. Ensuite, ce petit tableau pour vous rappeler qui doit bénéficier d'un suivi de sa tension. Je vous ai dit, en dessous de 12,8, vous êtes normotendu et au mieux, on répétera cette mesure de pression artérielle en dehors du cabinet tous les 5 ans. Mais lorsque votre pression artérielle se rapproche de la valeur seuil, et j'insiste surtout, vous voyez, quand vous êtes entre 12 et 13 et 80 et 85, donc vous êtes normaux, mais un peu élevés, ça vaut le coup de mesurer la pression artérielle tous les 3 ans. Et quand vous vous approchez de ce 14,9, donc vous voyez, chez les patients dits normal haut, c'est-à-dire qui ont entre 130 et 139 et 85 et 89, donc ils sont en dessous de 14,9 mais pas strictement normal, eh bien il y a deux choses. Vous allez dépister s'ils développent une hypertension artérielle tous les ans, donc ils ne sont pas si normaux que cela, et parmi eux, vous trouverez des patients
dont on dit qu'ils ont une hypertension artérielle masquée. Je vous rappelle, il y a 3 grands types de patients qui ont une hypertension artérielle. Ceux dont la tension est élevée au cabinet et à la maison, ils sont vraiment hypertendus. Ceux dont la tension est élevée à la maison, mais qui est normale au cabinet, ce sont ceux qui ont une hypertension masquée parce qu'elle est masquée pour le médecin et elle est révélée par le patient au domicile. Ceux enfin qui ont une hypertension artérielle élevée au cabinet et normale à la maison, c'est la fameuse hypertension qu'on appelait avant blouse blanche, qu'on appelle aujourd'hui de consultation, qui sont des patients que vous ne traiterez pas. Cette hypertension artérielle masquée, vous allez me dire, mais pourquoi je vais mesurer la pression à la maison à quelqu'un dont la pression est normale au cabinet ? Donc, il y a soit des phénotypes assez caricaturaux, c'est plutôt des gens métaboliques, surcharge pondérale, perturbation du bilan biologique évocateur d'une insulinorésistance, ou ce sont des gens qui ont typiquement ce profil, c'est-à-dire, certes, la tension artérielle au cabinet est normale, mais elle s'approche de la valeur pathologique et donc ça vaut le coup d'aller mesurer à la maison. Et enfin, quand l'hypertension existe, et qu'il n'y a pas de doute, alors vous répéterez la mesure et vous essayerez à chaque fois de privilégier la mesure en dehors du cabinet, puisque parmi ceux qui sont hypertendus au cabinet, il y a des blouses blanches ou des HTA de consultation, et ceux-là, vous n'avez pas envie de les traiter à tort. Donc, la mesure en dehors du cabinet, c'est ce qui va vous permettre de requalifier véritablement la pertinence de cette tension que vous avez mesurée au cabinet et distinguer les vrais hypertendus des hypertendus masqués et des hypertendus dits de consultation. Ensuite, donc, une fois que vous avez compris cela, il y a quand même une place un peu particulière pour la MAPA. Vous l'avez vu, donc la MAPA de jour et l'automesure, en fait, permettent de qualifier cette hypertension avec exactement les mêmes seuils diagnostiques, parce que c'est la même chose que vous mesurez la tension le matin, le soir, 3 jours de suite, ou que vous focalisez sur la pression artérielle de jour, en général définie entre 8h et 20h ou entre 9h et 20h selon les ABAC, eh bien le seuil diagnostique est le même, 135-85, mais il y a quand même une place pour la MAPA dans des situations très particulières. Lorsque vous suspectez une hypertension de nuit, par exemple chez un ronfleur et que vous voulez combiner diagnostic d'HTA nocturne et dépistage de l'apnée du sommeil, quand vous voulez vous assurer que la pression artérielle est vraiment contrôlée durant la journée, quand chez des patients un peu plus complexes comme des patients diabétiques qui développent des dysautonomies ou les insuffisants rénaux ou les patients qui ont des affections neurologiques, vous voulez aller à la fois rechercher une hypotension orthostatique et une hypertension de décubitus, quand vous voulez essayer de préciser si la variabilité tensionnelle est accrue. Donc dans des situations un petit peu plus complexes, un peu plus caricaturales, la MAPA apportera un renseignement supplémentaire par rapport à l'automesure tensionnelle. Et puis, bien sûr, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais on en avait parlé l'an dernier, il y a plein de nouveaux dispositifs qui sont en train d'arriver sur le marché, qui vont faciliter la mesure de tension, parce que pour ceux qui ont posé ou qui ont eu des MAPA, vous savez qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un brassard qui se gonfle même toutes les demi-heures la nuit, ça vous réveille, et ça a même challengé les sociétés savantes sur la pertinence de cette mesure de la nuit, puisque si vous réveillez toutes les 30 minutes parce que le brassard fait du bruit ou vous écrase le bras, probablement que votre tension artérielle est élevée. Est-ce que ça veut dire que vous êtes hypertendu? Probablement non. Et donc ces nouveaux outils, peut-être moins invasifs, vont réussir encore une fois à préciser cette nosologie de l'hypertension artérielle. Ensuite, la gestion du patient hypertendu. Donc vous avez compris, on a fait le diagnostic, c'est à l'extérieur, on a défini les valeurs. Comment on gère ce patient? La première chose, je vous l'ai dit, c'est que le problème du patient hypertendu, ce n'est pas qu'un problème de pression artérielle. Vous connaissez ce tableau, je n'ai pas rentré dans le détail, mais ce tableau, il vous apporte 3 informations. Plus la pression artérielle est élevée, plus le niveau de risque de votre patient est élevé. C'est ce qui est traduit dans la première ligne, vous voyez. Et dans cette première ligne, regardez la première colonne, vous avez déjà les patients qui sont des normaux hauts. C'est-à-dire que vous avez par exemple 130/85 de pression artérielle, votre risque est faible. Si vous suivez ce patient dans la colonne, c'est-à-dire que vous lui rajoutez des facteurs de risque, alors que sa pression artérielle est normale ou normale haute, vous allez enrichir son risque cardiovasculaire. A l'inverse, quelqu'un qui n'a aucun facteur de risque, si sa pression artérielle monte, c'est-à-dire quand vous suivez ce patient de la gauche vers la droite, son risque cardiovasculaire augmente. Autrement dit, le risque cardiovasculaire du patient hypertendu est porté par son niveau tensionnel, quel que soit ce niveau tensionnel, plus il est important, plus le risque augmente, et il est porté par l'environnement et la charge des facteurs de risque, notamment, vous l'avez vu, le diabète, l'atteinte d'organes cibles, ou si bien sûr votre patient est symptomatique et qu'il a fait un événement cardiovasculaire. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que vous devez systématiquement, et c'est vrai pour la prise en charge des dyslipidémies, quand vous avez un patient en prévention primaire, hypertendu, dyslipidémique, ou qui a une surcharge pondérale, il faut que vous astreindre à calculer ce risque cardiovasculaire, parce qu'en fait, la prise en charge thérapeutique et les objectifs thérapeutiques seront définis par le niveau de risque, plus que par le niveau de la mesure de ce que vous faites. On traitera un hypertendu par rapport à son risque, on traitera un patient qui a une dyslipidémie par rapport à son risque, même si l'objectif sera drivé par ce que vous mesurez.
Alors ensuite, il y a eu dans ces recommandations quelque chose à mon avis de très intéressant parce qu'il confirme une impression clinique. Les gens stressés au boulot, les gens divorcés, les gens mal mariés, il y en a peut-être ici dans la salle, les gens qui ont des maladies auto-immunes, les gens qui ont des troubles psychiatriques, les gens qui ont des traitements de maladies chroniques inflammatoires comme l'infection par le HIV, sont des gens chez lesquels vous allez requalifier le risque et à niveau tensionnel équivalent, ces facteurs de risque vont se surajouter et accentuer la perception et la gestion du risque cardiovasculaire. Enfin, il y a aussi un chapitre fantastique dans ces recommandations qui est celui de l'importance de la relation patient médecin. On en a parlé avec la télémédecine, avec le droit, on en parlera aussi probablement demain, mais il y a quelque chose de très important. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand vous mesurez le médicament antihypertenseur dans le sang ou dans les urines d'un patient dit résistant, c'est-à-dire quelqu'un qui a plus de 3 médicaments et dont la tension artérielle n'est pas contrôlée, eh bien la surprise, c'est que 50% de ces malades ne prennent pas leurs médicaments. Et que finalement, l'HTA résistante, c'est au départ un problème uniquement d'adhésion. Et donc, le volet important dans ces recommandations, c'est comment motiver les patients à prendre leurs médicaments ou comment les aider ou les accompagner. Et c'est très dur de changer le comportement des patients. D'abord parce que les patients n'aiment pas prendre des médicaments. Quand vous les suivez au cours du temps, on voit qu'il y a quasiment une chute de 30 à 40% de l'adhésion médicamenteuse au-delà d'1 an. Je vous parle ici de l'hypertension artérielle, mais c'est vrai, on le sait par les fumeurs. 50% des fumeurs refument 6 mois après avoir fait une hospitalisation pour un syndrome coronarien aigu. Donc il y a un vrai challenge à motiver l'adhésion médicamenteuse. Deuxièmement, ces patients, on les comprend parce qu'ils sont inondés d'informations qui les perturbent. Tel diurétique augmente le risque de cancer cutané, tel IEC augmente le risque de cancer du poumon, ici les ARA2 augmentent le risque de dépression. Vos patients sont désemparés. Déjà qu'ils ne veulent pas prendre de traitement, si en plus on leur dit que les traitements qu'ils prennent sont à risque d'effets indésirables graves, même s'ils n'en perçoivent pas la pertinence clinique et la pertinence statistique, ça les perturbe et ça explique ce décrochage en termes d'adhésion médicamenteuse. Et puis, ça va encore plus loin, c'est que si vous demandez à des patients, qu'est-ce que vous préférez, prendre des médicaments ou ne pas prendre de médicaments au prix de mourir plus vite, eh bien 30% de vos patients répondent dans cette enquête qu'ils sont prêts en fait à mourir plus vite parce qu'ils n'ont vraiment pas envie de prendre de médicaments. Donc ça veut dire que cette motivation à ne pas prendre des médicaments, elle est fortement ancrée, elle est parfois justifiée, parfois injustifiée, mais imaginez, nos patients, ceux pour lesquels on prescrit des médicaments, on se dit ça va changer la donne, sont des patients qui sont prêts à mourir plus tôt parce qu'ils n'ont pas envie de prendre de médicaments. Il faut qu'on se réinterroge sur notre façon de faire. Et puis ici, cette image caricaturale, vous dites à vos patients, faites du sport, ils en font, mais pour aller faire du sport, ils prennent l'escalator et pas les escaliers. Et puis, on a beaucoup parlé de la décision médicale partagée. C'est peut-être une solution ou une stratégie pour engager nos patients à prendre le médicament. Je n'ai pas le temps, mais je crois qu'il y a vraiment dans les stratégies de prise en charge des maladies chroniques, et l'hypertension en est une révolution qui est celle de comprendre ce que les patients veulent, motiver les patients pour ce qu'ils veulent et les accompagner dans ce qu'ils veulent. Alors, les objectifs. On a fait le diagnostic, on sait qu'on va gérer ces patients, je vous parlerai du traitement après. On sait que ces patients, on doit les écouter et les motiver. Où est-ce qu'on doit les amener ? Donc, de manière générale, le diagnostic, c'est 14,9, mais la grande nouveauté, c'est que l'objectif, ce n'est pas d'être en dessous de 14,9, c'est plutôt d'être en dessous de 13,8. On ne descend pas trop bas, pas moins de 12 de systolique, pas moins 7 de diastolique, parce qu'il y a ce fameux phénomène de la courbe en J. Plus je baisse la pression, mieux c'est. Si je la baisse trop, je réaugmente le risque d'événements cardiovasculaires. Donc, il faut baisser, mais pas trop. Mais de manière assez simple, on ira en dessous de 130 pour l'ensemble de nos patients et en dessous de 80 mm de diastolique pour l'ensemble de nos patients. Alors, il y a bien sûr quelques petites adaptations. Prenez vos appareils photo et faites cette photo de ce tableau. Vous avez une synthèse des objectifs tensionnels. On va dire que globalement, c'est 13,8 pour tous, d'accord, mais qu'à la marge, on essaiera d'aller plus vers 120 lorsque le risque cardiovasculaire est élevé, mais sans descendre en dessous de 120. On essaiera de faire attention à cet objectif tensionnel chez les sujets les plus fragiles ou les plus âgés, où l'objectif n'est plus 13,8 mais plutôt 14,8. Mais de manière générale, il y a une tendance dans ces nouvelles recommandations à pousser, à traiter plus fort et à amener nos patients à des niveaux plus bas qu'ils étaient jusqu'à présent. Alors comment on va y arriver à ça ? Comment on va y arriver ? Eh bien, si on veut réussir à traiter nos patients hypertendus et qu'on veut réussir à les traiter rapidement, eh bien, on va d'emblée démarrer par cette stratégie qui propose une bithérapie d'emblée chez tous les hypertendus. C'est fini le sacro-saint approche par palier ou par escalier. Je commence avec un traitement, j'augmente la dose. Ça ne marche pas, je passe à un autre traitement, j'augmente la dose. Donc, d'emblée, un bloqueur du système rénine-angiotensine associé à un inhibiteur calcique ou un diurétique. Si ça ne marche pas, je passe à une combinaison avec ces 3 médicaments.
Donc on privilégiera d'emblée les combinaisons médicamenteuses, bloqueurs du système rénine et inhibiteurs calciques, la trithérapie avec le médicament qu'on n'a pas utilisé et la quadrithérapie avec la spironolactone si ça ne suffit pas. Et dans la plupart des cas, si on peut, en combinant tous ces médicaments dans un seul comprimé. Avec ça, si vos patients prennent leurs médicaments, vous aurez 90% de vos patients qui seront à l'objectif tensionnel. Et ça marche, il y a pas mal d'études qui ont été faites. Quand on combine les médicaments que les propose à des patients ici, dans ce travail public dans le JAMA, fait au Sri Lanka, dans des dispensaires, je ne parle pas d'une étude faite aux États-Unis, dans un truc très compliqué, vous proposez à des gens qui sont dans des dispensaires de leur mettre 3 médicaments antihypertenseurs sous la forme d'un seul comprimé et vous les suivez pendant 6 mois, 70% de vos patients sont contrôlés. Ça marche même dans des endroits compliqués. Pour terminer, si vos patients ont de l'hypertension et une comorbidité, eh bien cette sacro-sainte règle de la bithérapie, vous ne l'adapterez pas en fonction des comorbidités. Un coronarien hypertendu, il devra avoir des bêta-bloquants. Un hypertendu insuffisant cardiaque, il aura des bêta-bloquants parce que ça fait partie du traitement de sa maladie et de ses comorbidités. Donc, en conclusion, ce que je voulais partager avec vous dans ces 15 minutes, c'est que le diagnostic de l'hypertension n'a pas changé, c'est toujours 14,9. Pour faire ce diagnostic, vous mesurerez la pression artérielle en dehors du cabinet. Les objectifs tensionnels ont été revus à la baisse avec, on va dire, du 13,8 pour tout le monde. Que pour y arriver, il faut commencer vite et fort en combinant les médicaments et en traitant les patients le plus souvent possible avec un seul comprimé et accompagner vos patients, aider vos patients, motiver vos patients. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Des questions dans la salle? Au fond. Oui, Atul, merci. Et je voulais poser une question pratique sur l'automesure tensionnelle. J'ai beaucoup de patients qui se prennent la tension en fait le matin au réveil. Alors je leur dis que c'est pas très propice. Et pour évaluer en fait le traitement qu'ils prennent, je pense qu'il faut peut-être, je leur dis en tout cas de prendre la pression artérielle, de mesurer la pression artérielle 1 heure ou 2 heures après la prise du traitement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que la façon la plus simple, c'est de leur proposer de mettre l'appareil de mesure de tension près du lit, sur la table de nuit. Avant de se lever, avant de faire quoi que ce soit, ils se branchent. Alors qu'ils sont allongés, ça te neutralise l'effet de la position parce que certains ont l'appareil au poignet, d'autres ont l'appareil au bras. Tu es allongé, tu prends l'appareil, tu fais tes 3 mesures. Normalement, c'est 4. Vous savez, on fait 4 mesures, on jette la première qui est toujours fausse. La première mesure est toujours fausse. Et puis, vous gardez les 3 mesures suivantes. Le soir, quand ils vont se coucher, l'appareil est déjà là. Ils s'allongent, 10-15 minutes de repos et ils refont pareil. C'est la meilleure stratégie parce que le problème, c'est que dès que tu coupes la mesure de tension au lever, bon, ça perturbe les choses. Autant, on sait qu'il y a le pic du petit matin qui peut perturber les choses. Et puis, ils ne te disent pas tout, les patients. Il y en a un, il va s'allumer une clope et puis se prendre l'attention après. L'autre aura pris son petit Nespresso et se prendra l'attention après. Donc, je pense que de façon simple, appareil à côté du lit, mesure couchée, le matin, le soir, avant de se lever, 4 mesures, je jette la première, je garde les 3 suivantes et il t'amène le tableau avec la moyenne de ces 18 chiffres. C'est a priori le gold standard. Si vous voulez prolonger cette mesure à 4 jours, à 5 jours, c'est mieux, parce qu'on sait qu'au bout de 5 jours et jusqu'à 7 jours de mesure, vous augmentez la puissance de détection. Si vous êtes des ayatollahs de la mesure de pression au cabinet, idéalement, c'est la 7e mesure au cabinet qui correspond à la mesure à la maison. Donc, il faut être patient, il faut être très patient, mais il faut mesurer 7 fois de suite pour avoir ce qu'il a peut-être à la maison. Et en général, en sortant du cabinet, il faut sortir du cabinet, il faut laisser le patient tout seul avec un appareil automatique. Merci à tous, très belle présentation. Une question dans la salle là, sur WhatsApp. Alors, n'est-ce pas embêtant de débuter par une bithérapie pour surveiller les effets secondaires de l'une ou l'autre molécule? Alors, c'est un argument que nous opposent les agences, puisque vous savez qu'en France, toujours dans la veine de pays pauvres, à côté des PCSK9, des SGLT2 et autres molécules dont on ne dispose pas de la trithérapie en France, c'est-à-dire les 3 médicaments en un, tels qu'ils sont suggérés par les recommandations, ne sont pas remboursés en France. Ils sont disponibles mais non remboursés. Et l'argument qui est avancé par l'agence, c'est que les docteurs, ils ne savent pas ce qu'il y a dans les comprimés, d'accord ? Ce qui est une ineptie. Bon, a priori, si tu as un bloqueur du système rénine, c'est un ARADO ou un IEC. Si tu as un inhibiteur calcique, c'est en général une dihydropyridine, donc amlodipine ou n'importe quel médicament qui se termine par dipine. Les effets indésirables, on les connaît. Pour les dipines, c'est les œdèmes des membres inférieurs. Pour les IEC, c'est la toux. Pour les ARADE, c'est éventuellement la dysfonction rénale comme pour les IEC. Point barre.
Tout le reste, c'est quelque chose de plus compliqué. Deuxièmement, on sait que quand on associe 2 médicaments, la prévalence des effets indésirables est moindre par rapport à la monothérapie fortement dosée. Donc on sait qu'en associant, on est plus efficace sur la tension, et on sait qu'en associant, on a une prévalence moindre des effets indésirables. Donc aucune raison de ne pas y aller. Raison. Alors, dernière question de la salle et réponse très rapide. Faut-il continuer à prescrire le valsartan ? Oui, vous pouvez continuer. Il n'y a pas de signal particulier avec le valsartan. L'histoire du valsartan, elle est très simple. Contamination de chaînes de production par des microparticules soi-disant cancérigènes, donc sur des chaînes que tu as bien identifiées. Retrait du valsartan et pénurie organisée. Puis reprise de la production dans les chaînes traditionnelles propres et dans les autres pays, génériqueurs ou non génériqueurs. Donc aucune inquiétude. Il y a eu bien sûr des signaux avec le valsartan, comme il y aura maintenant de plus en plus avec tous les médicaments. On a tellement de données disponibles qu'il n'y aura pas un mois sans une publication qui vous rapportera que tel ou tel médicament augmente de risque. Donc pour les artans, la dernière publication en date dit que les artans entraînent plus de dépression que les IEC. On ne s'en sortira pas. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment qu'on ait une attitude scientifique, apprécier le signal, mais surtout la pertinence du signal. 100 000 malades pour montrer que le risque de dépression augmente de 10% chez les gens sous ARA2 contre ceux sous IEC. Bon, c'est un signal, mais est-ce qu'il est cliniquement pertinent ? Certainement pas, parce qu'il y a trop de biais de confusion. Donc, feu vert pour le valsartan. D'accord. Merci. Merci. Merci.